Alors, bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler du framework AARR ou AARR. Je vais vous présenter en quoi consiste ce framework et ensuite, je vous donnerai les métriques d'ICPs pour chaque étape du funnel. Alors, le framework AARR, qu'est-ce que c'est? Dave McClure, le fondateur de 500 Startups, a inventé ce framework pour permettre aux startups de modéliser le comportement de leurs utilisateurs. Avec ce framework, les startups définissent des métriques clés à chaque étape du parcours et identifient où investir leurs efforts. Dans le framework AARR, on a donc 5 étapes qui schématisent le parcours effectué par un prospect pour devenir client. L'étape d'acquisition, ça consiste à générer des leads en développant la notoriété de marque, soit en prospectant, donc en cherchant à aller contacter des leads sortants, soit en obtenant et en traitant des leads entrants. Donc c'est la différence entre l'outbound et l'inbound. L'objectif, c'est de driver un maximum de trafic vers votre site web pour le convertir ensuite en utilisateur. L'activation, c'est comment est-ce qu'on passe d'un visiteur plus ou moins passif sur votre site web à un utilisateur actif de votre produit. Alors il existe bien sûr tout un nuancier d'étapes intermédiaires. Par exemple, on va dire que le niveau 0, c'est un visiteur qui passe quelques secondes sur votre site et qui repart. Le niveau 1, ça va être un visiteur qui passe un peu plus de temps sur votre site, qui va consulter plusieurs pages, visionner une vidéo sur votre site web, donc consommer un peu plus de contenu. Le niveau 2, ça va être un visiteur qui, en plus de consommer du contenu sur votre site, va entreprendre une ou deux actions, comme télécharger un livre blanc, s'inscrire à votre newsletter. Le niveau 3, ça va être par exemple un visiteur qui commence à discuter avec votre équipe commerciale via votre live chat. Le niveau 4, ça va être l'inscription, le sign-up de votre visiteur sur votre produit. Le niveau 5, c'est lorsque le visiteur commence après le sign-up à utiliser votre produit, mais il est encore en phase de test. Le niveau 6, ça va être le passage de la phase de test à une phase d'utilisation en production où vraiment on sent que votre utilisateur utilise réellement votre produit. Il l'a incorporé dans son workflow ou dans son usage quotidien professionnel. Au niveau 6, on veut aussi avoir des signaux comme par exemple le fait pour l'utilisateur de se former à une utilisation avancée de votre produit, le fait de consulter abondamment la documentation ou le fait d'échanger avec le support technique. L'objectif de toute cette phase d'activation, qui encore une fois est progressive et souvent se fait par itération, petit à petit, l'objectif de cette phase d'activation, c'est donc d'amener l'utilisateur à ce qu'on appelle le aha moment. Alors, pourquoi aha moment? Parce que c'est ce qu'on imagine que va dire l'utilisateur lorsqu'il va se rendre compte que votre application fait bien ce pourquoi elle a été conçue. Donc, lorsqu'il va se taper la tête en se disant « Ah, that's it. Voilà ce que j'étais venu chercher. » Donc, le but du jeu, en fait, de toute cette phase d'activation, ça va être de rendre le plus court possible le chemin à parcourir entre le début de la phase d'activation et le aha moment. Ensuite, il y a la phase de rétention. La phase de rétention, c'est quoi? Là, le but, c'est d'éviter de remplir un panier percé. Si une part importante de vos utilisateurs ne revient pas après avoir testé votre application, en fait, tous les efforts d'acquisition que vous avez mis auparavant, puis aussi les efforts d'activation, sont vains. On a donc là un des éléments clés des startups SaaS, ce qu'on appelle le churn rate. Le churn rate, ou en français le taux d'attrition, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui, tous les ans ou tous les mois, en fonction de votre périodicité, va stopper son abonnement ou cesser d'utiliser de manière régulière votre application. Les churn rates varient énormément en fonction des secteurs ou des types de produits qu'on considère. Si on prend les utilisateurs d'un CRM, évidemment, le churn rate va être relativement faible puisque lorsqu'on a mis en place un CRM dans une entreprise, le fait de cesser d'utiliser est très coûteux en temps, en désorganisation, etc. À l'inverse, si on regarde un produit comme Canva, qui permet de faire de construire rapidement en ligne des petits visuels. Là, le churn rate, naturellement, il va être beaucoup plus élevé sur un produit comme celui-là, puisque il est simple d'utiliser, puis de cesser d'utiliser, puis éventuellement de réutiliser par la suite ce produit-là. Donc le coût d'entrée et sortie est très faible. Regardons maintenant la phase de referral. Le referral, c'est quoi? C'est le bouche à oreille. C'est à quel point vos utilisateurs parlent de votre produit autour d'eux et amène du coup de nouveaux utilisateurs à votre produit. L'idée à cette étape de referral, en fait, c'est de convertir vos utilisateurs en ambassadeurs le plus possible. Et dans certains cas, éventuellement, de déclencher une boucle de viralité qui va porter votre croissance. Dans tout phénomène de viralité, il y a ce qu'on appelle des intérêts cumulés. Au début, les intérêts cumulés sont à peine visibles, mais au bout d'un certain temps, ils commencent à dessiner une courbe exponentielle qui va finir par exploser.
Voici à quoi ressemble une courbe avec un indice de viralité de 10%. Donc ça signifie que chaque semaine, 10% des utilisateurs ramènent un nouvel utilisateur. On voit bien qu'au tout début, pendant de nombreuses semaines, la progression est très lente, puis elle s'accélère très fortement. À titre de comparaison, un des produits les plus viraux qu'on a connus dans l'histoire récente du web, Facebook, avait un indice de viralité de 60%. Donc là, on avait une courbe qui était très exponentielle, en fait, beaucoup plus tôt. Et ça crée des phénomènes d'engouement qui peuvent vraiment transformer complètement la trajectoire de croissance d'une startup. La réalité, c'est que la plupart des entreprises ont une viralité quasiment nulle. En effet, la plupart des utilisateurs ne se considèrent pas comme des ambassadeurs de votre produit et ne vont pas réellement parler de votre produit autour d'eux. En tout cas, c'est quelque chose qui est très peu naturel. Et si vous voulez essayer de travailler sur la viralité, il va falloir vraiment l'encourager, entreprendre beaucoup d'actions pour permettre à cette viralité d'éclore. On en parlera un petit peu plus à l'occasion de la présentation des métriques d'ICP tout à l'heure. Ensuite, on a l'étape de revenue. Donc revenue, c'est la monétisation de vos utilisateurs. C'est comment on passe d'un utilisateur à un client, donc d'un utilisateur gratuit à un utilisateur payant. Parfois d'ailleurs, l'étape de referral est placée après celle de revenue. Selon les produits, on va commencer par monétiser, puis ensuite essayer de transformer les clients en ambassadeurs ou inversement. Parfois, ça peut aussi être des étapes qui se superposent, qui interviennent plus ou moins au même moment. Il ne faut pas considérer cette formalisation comme quelque chose de parfaitement rigide. C'est plus une schématisation à gros traits. Dans cette étape-là, on va regarder des choses comme, bien sûr, la première souscription, mais on va regarder surtout la lifetime value, c'est-à-dire combien de temps un utilisateur va rester payant. On va regarder aussi des choses comme est-ce qu'il est possible d'activer des leviers pour stimuler les upgrades, le fait de passer à des abonnements plus onéreux, de faire aussi de l'upsell, c'est-à-dire de rajouter des produits ou des features qui ont un pricing différent au panier global de votre utilisateur. On va regarder aussi comment optimiser la gestion des downgrades et éventuellement offrir un coupon de réduction à quelqu'un qui vient de downgrade son plan pour essayer de le ramener sur le plan initial. On va regarder aussi la gestion des annulations pure et simple de plan, comment essayer de faire revenir des gens qui veulent quitter le produit. Et c'est aussi l'étape où on discute plus globalement du pricing. Parfois, une simple augmentation de prix peut avoir un impact très important sur la performance de l'entreprise. C'est souvent un levier avec lequel les startups ont un peu de réticence à travailler, à jouer, parce que on considère que le prix est quelque chose auquel le client va être très sensible. Et en réalité, dans beaucoup de cas, ce n'est pas si vrai que ça. Dans beaucoup de cas, vos clients, vos utilisateurs vont être finalement plus sensibles à des aspects de performance, de rapidité, d'efficacité, de fiabilité que uniquement le prix. Et parfois même, une part importante de vos utilisateurs va être désireuse de payer plus si, en contrepartie, vous êtes capable d'améliorer votre performance, votre fiabilité, votre rapidité, etc. De plus, parfois une augmentation de prix peut envoyer à votre base d'utilisateurs un signal de réassurance. Si vous augmentez vos prix, c'est que vous avez confiance en votre produit. Et ça leur donne eux aussi l'envie de l'utiliser. C'est l'effet bien connu du prix comme véhicule d'un message sur la qualité du produit. Et puis augmenter ses prix, ça peut être aussi l'occasion de se débarrasser des petits clients, qui souvent sont des clients moins professionnels, moins structurés, et donc qui vont avoir comme side effect de beaucoup solliciter votre support, d'être parfois picky, de parfois pas être dans une dynamique très constructive avec vous. Donc parfois c'est intéressant de légèrement changer son audience et de travailler avec des personnes qui finalement vont vous coûter moins cher en gestion, en support client, et vous rapporter plus parce qu'ils sont aussi dotés de meilleurs budgets. Alors il y a deux consultants, Thomas Petit et Gabor Pape, qui ont réagi à ce framework ARR en indiquant que, sur la base de leur expérience, et je dois dire que je suis assez d'accord avec eux, finalement, il est plutôt intéressant de travailler le framework dans un sens un peu différent, en commençant par la rétention, c'est-à-dire de se focaliser sur créer un produit qui fonctionne bien et que les gens veulent, qui crée vraiment de la valeur pour eux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, seulement de travailler sur l'activation, puis le referral, puis le revenu, et enfin seulement de terminer par l'acquisition. En fait, la critique de Gabor Pape et Thomas Petit, c'est que beaucoup de startups se concentrent dès le début sur l'acquisition, là où en fait, d'après eux, ce serait plutôt le dernier élément à rajouter dans la chaîne des efforts à fournir,
une fois que tout le reste est parfaitement bien calé. La vérité, c'est que en fait, il est souvent nécessaire de travailler sur toutes les étapes du funnel un peu en même temps. Vous pouvez pas délaisser totalement l'acquisition dès le début, puisque dès le début, vous avez besoin d'avoir des premiers utilisateurs qui viennent tester votre plateforme. Donc vous avez besoin de faire un peu d'acquisition et ça va vous permettre, ces premiers utilisateurs, même si très souvent ils vont être déçus par ce qu'ils trouvent, ça va vous permettre d'identifier pourquoi ils sont déçus, qu'est-ce qui manque à votre application et donc de guider en fait les efforts à mettre sur le développement, le renforcement de votre produit. Alors voyons maintenant ce que ça donne avec les métriques d'ICPs. Si on prend d'abord l'acquisition. Côté acquisition, ICPs aujourd'hui fait son acquisition principalement avec le canal du cold email. On a 2 à 8% de positive replies, de réponses positives lorsqu'on envoie des emails à des prospects. Au niveau de l'activation, si on prend 100 users, on va en avoir 50 qui vont devenir des active users. Donc en fait, ça fait 50 qui sign up mais qui vont rester inactifs. C'est quand même beaucoup. Ça a été d'ailleurs une des surprises dans l'aventure ICPs pour mon cofondateur Corentin et moi-même. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans cette logique en fait de s'inscrire pour stacker, pour se dire je l'utiliserai peut-être plus tard, mais finalement force est de constater que ils utilisent très peu. On a 50 utilisateurs qui deviennent actifs et dans ces 50 là, on va en avoir 10 qui vont devenir payants. Donc on est sur un taux de conversion, de monétisation de 10%. Et d'activation au niveau de l'usage de 50%. Sur l'étape de rétention, chez ICPs, on a 10% de churn rate. C'est plus faible que ce qu'on espérait avant de commencer l'aventure. Alors, pour être tout à fait exact, sur les 3 premiers mois, après le lancement d'ICPs, on était quand même à 40% de churn rate, ce qui pour le coup est relativement élevé. Bien sûr, il y avait beaucoup de problèmes, de bugs, de difficultés sur l'application qu'on a résolus et assez vite, on est arrivé à ce niveau de 10% de churn rate qu'on tient maintenant depuis plus de 6 mois. Donc, on est sur un niveau de rétention plutôt bon. Au niveau du referral, aujourd'hui, chez ICPs, on le traque pas et on l'encourage pas. Mais il est probablement assez faible. Quand on parle avec nos utilisateurs, on s'aperçoit qu'il y a l'effet secret sauce qui joue défavorablement pour nous. L'effet secret sauce, c'est quoi? C'est que, en fait, nos utilisateurs les plus enthousiastes ne partagent pas, et ce de manière volontaire, l'information à propos d'ICPs, parce qu'ils veulent garder pour eux le fait d'avoir identifié un email finder particulièrement efficace. Ça devient en fait un avantage compétitif pour eux qu'ils souhaitent absolument ne pas partager au risque que, bien sûr, des concurrents s'en emparent. Donc, on est sur un phénomène un peu pervers pour nous, où finalement nos utilisateurs les plus enthousiastes font tout pour nous maintenir confidentiels. Je grossiterai, évidemment, on a aussi des utilisateurs qui parlent de nous et on les remercie. Mais aujourd'hui, force est de constater que on a un indice de viralité plutôt a priori faible chez ICPs. Donc on a décidé de travailler là-dessus de 2 manières. D'abord en réalignant les intérêts, en expliquant en fait à nos utilisateurs que ils ont intérêt à parler d'ICPs parce qu'en parlant d'ICPs, ils vont permettre au produit de s'améliorer, de grossir en termes de features, de périmètre fonctionnel, et que finalement leur élément différenciant ne doit pas être un outil externe à leur boîte, mais plutôt leur savoir-faire. Et quand on explique, qu'on passe ce message-là, en général, il est plutôt bien reçu par les gens avec qui on discute. La deuxième chose, c'est qu'on souhaite encourager le referral. Et pour ça, il y a 3 actions qu'on a identifiées. C'est d'abord tout simplement le demander, le mettre à l'agenda de nos interlocuteurs, de nos utilisateurs, le récompenser et le faciliter. Donc, sur la partie revenu chez ICPs, on a un panier d'achat de 73 € moyen par utilisateur, avec une lifetime value qu'on peut calculer à partir du churn rate. Donc si on a un churn rate de l'ordre de 10% par mois, on peut estimer que la lifetime d'un client, c'est 10 mois. Alors, s'il y a 10% qui churn tous les mois, il faut 10 mois pour arriver à 100% de renouvellement. Donc sur 10 mois, en fait, la lifetime value, ça va être la lifetime multipliée par le panier moyen. Donc 10 mois multiplié par 73 €. Donc on a une lifetime value par utilisateur de 730 €. En réalité, on imagine que cette lifetime value est plus importante parce qu'on voit bien que une partie importante de nos utilisateurs ont tendance à upgrader leur utilisation, leur plan sur ICPs. Et donc, si on modélise un peu plus finement les choses, on va avoir à la fois un upgrade au niveau du panier moyen, progressif dans les prochains mois. Et puis, on estime aussi que la lifetime, en réalité, va être plus importante que ça, puisque comme on améliore de manière
permanente le produit, on peut imaginer que ces métriques-là vont avancer en s'améliorant. Pour vous dire, aujourd'hui, on estime que la lifetime value d'un client chez ICPs, en prenant en compte toutes ces subtilités-là, va être plutôt un peu supérieur à 1000 euros. En revanche, un petit commentaire sur le panier moyen. 73 euros de panier moyen, c'est faible, c'est très faible même dans le monde du SaaS. En fait, on opère dans un marché, celui de la donnée de contact, qui s'est beaucoup commoditisé. En fait, sous la pression d'un paysage de plus en plus concurrentiel, avec des gros acteurs qui ont cherché à écraser le marché suite à des grosses levées de fonds, en utilisant la donnée de contact comme un produit d'appel, on se retrouve avec des prix qui sont vraiment tirés vers le bas. Mais on s'aperçoit que aujourd'hui, la plupart des concurrents en fait sont amenés à rencontrer un plancher dû à leur coût d'infrastructure serveur, qui font qu'ils ne peuvent pas descendre indéfiniment les prix. Là où en fait, nous, ICPs, on s'aperçoit qu'on a un vrai edge dans la mesure où on a réussi à mettre en place une technique, un engine et une infrastructure qui sont plus lean finalement que celles de nos concurrents et nous permet de maintenir une marge malgré des prix qui sont très compétitifs. Voilà, donc aujourd'hui, en résumé, si on analyse ICPs avec le framework AR, on s'aperçoit que la plupart des métriques sont plutôt bonnes. Le churn rate notamment est excellent. La lifetime value est bonne. On a un panier d'achat qui est un peu faible et on compte remédier à ça dans les prochains mois en amenant de nouvelles features, de nouveaux lignes de produits qui vont permettre d'augmenter le panier moyen d'achat. Et finalement, hormis cet aspect amélioration du produit pour augmenter le panier d'achat, le gros chantier restant, ça va être celui de l'acquisition, sur lequel on va continuer à investir et même accélérer pour faire grossir notre début de pipe et permettre à notre funnel de déboucher sur une plus grande création de valeur. J'espère que cette présentation du framework AR de manière illustrée avec les chiffres d'ICPs vous a intéressé et je vous dis à très bientôt.